Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine d'Israël au cœur du Moyen-Orient consacré aujourd'hui à la situation en Égypte. Avec nous pour en parler, Tzvi Mazel, bonjour. Bonjour. Et Tzvi, vous êtes un diplomate israélien chevronné, vous êtes ex-ambassadeur d'Israël, entre autres en Égypte, et chercheur en affaires moyen-orientales au GCPA, le Jerusalem Center of Public Affairs. Alors, Exact. Tzvi, d'après les chiffres officiels de l'Organisation mondiale de la santé, qui sont à prendre avec réserve, il y aurait actuellement en Égypte près de 10 000 citoyens du pays du Nil contaminés par le coronavirus. Mais quelle est la véritable situation sur le terrain par rapport à ce que vous savez, vous, de ce pays que vous connaissez très bien? D'abord, je crois dire que tout le monde est étonné, surpris, parce qu'il s'agit d'un pays d'à peu près 5 millions d'habitants et 10 100 000, millions. 5 millions d'habitants et 10 000 cas, c'est une blague, ça paraît une blague. Mais quand on regarde tout le pays du Moyen-Orient, c'est un fait que les 22 pays, n'est-ce pas, en tout 22 pays arabes. Je ne parle pas ni de l'Iran ni de la Turquie. Alors, les 22 pays de la Ligue arabe ont à peu près 120 000 cas. C'est très peu parce qu'il s'agit de 350 millions. Alors, tout le monde se demande, est-ce qu'il bluffe? Est-ce qu'il nous ment? C'est impossible parce que s'il y avait eu un changement très important, on l'aurait eu, n'est-ce pas? Et par les renseignements, par d'autres moyens. Alors, probablement, pour un ensemble de raisons qu'on ne comprend pas, la propagation de cette maladie est relativement lente. Mais il faut faire attention. J'ai regardé les graphes et ce matin, dans tous les pays arabes, ça monte, ça ne descend pas. Dans tous les pays arabes, et l'Arabie saoudite, et l'Émirat, et l'Égypte, très lentement, me semble. Alors, pourquoi? Parce que peut-être les 3 quarts de la population habitent dans des endroits isolés où les touristes n'arrivent pas, ni les hommes d'affaires. Et puis après, ce sont des pays extrêmement jeunes, n'est-ce pas? Et nous savons bien que les jeunes sont moins sensibles à cela. Donc, il y a pas mal de raisons, mais on n'arrive pas à comprendre. Mais c'est de la chance parce que les gens en Égypte, j'ai vu ça à travers l'Internet, ils ont peur. Parce que, regardez, à côté du Caire, il y a la cité des morts. 2 millions de personnes qui vivent entre les tombes, sans sanitation, sans rien. Ils ont peur, mais la maladie n'existe pratiquement pas là-bas. Donc, il faut faire attention, il faut comprendre et puis prier pour nous, pour Israël et pour les Arabes, bien entendu aussi, que ça ne se propage pas. Parce qu'une fois un pays comme l'Égypte sera vraiment pris par cela, ça sera la catastrophe. Alors voilà, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. C'est étonnant, mais c'est comme ça. D'accord. Est-ce que, bien qu'il n'y ait pas de réponse scientifique immédiate ou historique, est-ce que cette pas trop mauvaise situation et cette bonne, on pourrait dire, situation en Égypte, vu la densité de population très très serrée, parce que l'Égypte c'est l'Inde du Moyen-Orient, est-ce que ce ne serait pas lié à l'assez bonne situation que les experts ont relevée en Afrique, où il semble qu'on ait pour l'instant évité la catastrophe? Je parle de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. On craignait, on redoutait le pire. Et donc, là aussi, bon, l'Égypte, c'est quand même un pays africain. Est-ce que vous pensez que c'est lié peut-être à cette heureuse situation qui fait que l'Afrique n'est pas en grande pandémie? Écoutez, c'est très difficile de répondre à cela. Personne ne sait, tout le monde, nous sommes tous en train de lire des centaines d'articles écrits par des médecins, hommes de sciences, chercheurs, etc., etc. Il n'y a pas de vraies conclusions, on ne comprend pas. Mais écoutez, ils sont des humains comme nous, même s'ils sont africains ou arabes, ils ont les mêmes sensibilités. Et il y a peut-être, comme je dis, le fait, écoutez, la grosse partie de ces populations sont isolées. Sont vraiment isolés, c'est ça. Ils habitent dans d'endroits très lointains, des villages, et les touristes n'arrivent pas. Écoutez, les touristes arrivent en Égypte pour 2-3 jours au Caire, un jour à Alexandrie,
et puis après sur un bateau sur le Nil vers le sud. Ils ont un contact minimum avec la population et aussi les hommes d'affaires. Alors peut-être c'est ça. Et puis, comme je dis, ils sont jeunes. Ce sont des pays extrêmement jeunes, comme en Afrique. Exactement. Alors peut-être ça. Bon. Espérons que la situation reste là. Oui. Sur le plan maintenant géopolitique et diplomatique, on va aussi parler de l'Égypte et on va laisser un peu le coronavirus dans ses bonnes dispositions pour l'instant par rapport au pays du Nil. Alors sur le plan donc géopolitique, le secrétaire d'État américain se rend ce mercredi 13 mai en Israël pour évoquer trois choses, comme vous le savez, le dossier iranien, bon, qui est à la fois la fuite en avant sur notamment l'enrichissement d'uranium, la crise du coronavirus, la crise régionale dont nous parlons, et aussi un sujet un peu surprenant, c'est l'ouverture de probables et de prochaines négociations quadripartites entre les États-Unis, l'Égypte, Israël et l'ONU ou la communauté internationale sur un éventuel retrait de la péninsule du Sinaï des soldats étrangers des forces donc internationales d'observation et d'interposition qui sont déployées depuis très longtemps dans la péninsule depuis, je crois, le traité de Camp David en 1979. Alors, quel est l'enjeu de ce sujet aujourd'hui? Écoutez, il faut faire de l'ordre. Tout d'abord, la communauté internationale ne va pas discuter de cela, ni des Nations Unies. Je vous rappelle que donc, après avoir signé l'accord, qui comprenait aussi la constitution de cette force, l'Union soviétique a mis un veto sur la mise en place d'une force entre l'Égypte et Israël au Sinaï. Alors, ce sont les Américains, l'Égypte et Israël qui ont financé ça. Et donc, c'est tripartite, d'accord. Les négociations, elles seraient tripartites. Tripartite, et puis après, une quinzaine de pays européens et asiatiques ont participé, ont envoyé leurs soldats, mais la plupart du personnel est américain et c'est financé par ces trois pays. Maintenant, écoutez, au début, les Égyptiens n'étaient pas très contents de cela parce qu'ils voyaient ça comme une humiliation. Et puis après, ils ont compris que c'était nécessaire. Et cette force s'est établie au Sinaï. Il patrouillait partout. Et finalement, il a donné un très bon travail. Et puis, les Égyptiens, à un moment donné, dans ces vingtaines, quarantaine d'années, ont compris que c'est très, très bon pour la stabilité des relations entre ces trios, l'Amérique, Israël et l'Égypte. Et maintenant, quand ces groupes de soldats, de 1700 soldats, est un peu limité par les guerres contre le terrorisme au Nord Sinaï. Alors les Américains disent, écoutez, ça ne sert plus à rien parce que de toute façon la paix est très forte, bien solide, et puis on ne peut pas aller partout pour voir vraiment ce qui se passe, partons. Et puis ça nous coûte cher, nous avons besoin de notre argent pour autre chose. Alors, est-ce qu'on va en parler ou bien ça sera complètement mis de côté pour l'instant parce que les deux protagonistes sont contre. Israël veut ça et l'Égypte veut ça. Oui, donc en fait, c'est une initiative américaine qui rentre dans le cadre de America First, la position de Trump qui veut ne pas être présent sur tous les théâtres d'opération, a fortiori les théâtres d'opération stabilisés. Alors justement, à ce propos, plus généralement, je voulais vous poser une question plus centrale. Certains experts régionaux, et pas des moindres, ils étaient d'ailleurs assez nombreux, ont publié ces derniers mois des analyses donc assez récentes, affirmant que depuis l'avènement au pouvoir du président Sisi, et particulièrement ces dernières années, dans la lutte commune contre les hordes et la guérilla de l'État islamique au Sinaï, les relations Israël-Égypte sont en ce moment au beau fixe. Est-ce que vous partagez cette analyse-là? Écoutez, je dirais que c'est un beau fixe et avec des réserves. OK? Ouais. Parce que le beau fixe est vraiment au niveau des relations de sécurité. Sécuritaire. Des renseignements. Mais en ce qui concerne les relations normales entre les pays, ce qu'on appelle normalisation, et dans le domaine culturel, scientifique, sportif, etc., et même économique, ce n'est pas formidable. Au contraire, c'est arrêté comme au temps de Moubarak. Sauf que nous, actuellement, nous sommes en train d'envoyer du gaz là-bas parce qu'ils ont besoin du gaz. Alors avant, ils
ils nous avaient envoyé des gaz, maintenant on les envoie. Alors, même les gaz n'est même pas une vraie normalisation. Et pourquoi? Il faut que les gens comprennent. Et dans l'histoire du gaz, il y a une compagnie israélienne, n'est-ce pas? Une certaine compagnie israélienne, de Tchouva et d'autres, peu importe, qui fait un accord avec une compagnie égyptienne, dirigée par une certaine personne. Le peuple d'Égypte n'a aucun contact, donc il n'y a pas de normalisation, il n'y a pas de contact culturel, ni contact scientifique, il n'y a rien. Donc ça, c'est la politique égyptienne, n'est-ce pas? De faire des affaires à très haut niveau, mais que les peuples ne participent pas. Il faut faire attention à ça. Alors, est-ce que vous pensez que justement, vous parliez tout à l'heure d'humiliation avec la force internationale, ce switch géopolitique et énergétique si important qu'a vu Israël, qui était dépendant du gaz égyptien il y a quelques années, tout d'un coup, inverser à 180 degrés la tendance et devenir exportateur auprès de l'Égypte, est-ce que inconsciemment, les dirigeants égyptiens ne sont pas aussi, je dirais, irrités par ce renversement de tendance et humiliés quelque part aussi par le fait qu'ils dépendent aussi du gaz israélien? Oui, il n'y a pas de doute que pas mal de gens ne sont pas contents, c'est un fait. Mais tout d'abord, je vous dis que la moitié ou trois quarts des Égyptiens ne savent même pas qu'il y a un accord avec Israël. Ils ne savent pas. Et puis, si, comprend très bien qu'il a besoin de ces gaz parce que l'Égypte, au temps de Moubarak, après avoir signé l'accord de gaz avec Israël, a complètement négligé de continuer à chercher du gaz. Maintenant, ils ont beaucoup de gaz, ils ont découvert encore beaucoup, mais ce n'est pas encore prêt, n'est-ce pas, à être exporté et pour la consommation intérieure. Écoutez, sur un autre plan, dernière question de notre entretien, pensez-vous que après cette pandémie du coronavirus et ses conséquences prévisibles dans pas mal de pays de la région, bon, on n'a pas parlé de la Turquie et l'Iran, mais tout de même, eux, c'est deux pays qui sont leaders, enfin qui sont à l'origine de pas mal de conflits dans la région et de tensions. Est-ce que vous pensez que le Moyen-Orient sortira davantage apaisé ou un petit peu recentré, ou au contraire encore plus instable et bouleversé par cette crise? Oui, c'est une bonne question parce que je vois les gens qui écrivent n'importe quoi et qui disent c'est la catastrophe, etc., parce que les pays arabes ne sont pas préparés, leurs systèmes sanitaires et médicaux sont extrêmement mauvais, etc. Mais pour l'instant, on voit que tous les pays arabes, à partir de l'Arabie saoudite jusqu'au Maroc, ils contrôlent tout ça d'une façon relativement bonne, puisqu'il n'y a pas eu une très grande propagation, c'est un fait. Mais Absolument. maintenant, mais puisque ce n'est pas terminé, alors on se demande. Alors moi, je dirais comme ça, si pendant l'été, juin jusqu'à août, septembre peut-être, ça va diminuer, et la routine économique va revenir, il n'y aura pas beaucoup d'influence sur le monde arabe, n'est-ce pas? Puisque le prix, la demande va s'agrandir, le prix du pétrole va monter, et puis peut-être on Le pétrole, vous voulez dire? Hein, le pétrole. Vous parlez du Et prix le gaz. du pétrole. D'accord. Pétrole et des gaz. Et D'accord. puis le commerce international va aussi devenir plus important pour le canal de Suez, etc. Ça va revenir comme avant, sans beaucoup de changements. Mais si ça continue, comme ça, comme nous vivons actuellement, encore et 6 mois, 1 an, tout est possible. Ça pourrait être la catastrophe. Alors là, les gens sortiront dans la rue, parce que de toute façon, leur vie est mauvaise, de toute façon, n'est-ce pas? Ils sortiront dans la rue, il y aura peut-être des régimes qui tomberont, tout est possible. Alors il y a donc deux façons de voir ça. Les optimistes pour l'été prochain, et pour le reste, tout est possible et tout est ouvert. Seulement, il n'y a pas de doute que si les prix des pétroles augmentent, ces de pays arabes vont récupérer très, très rapidement leur économie, avec certaines pertes, parce qu'il y a toujours de certaines pertes. Mais écoutez, il faut attendre encore 2-3 mois pour voir ce qui se passe. Mais disons, même dans les scénarios optimistes, n'oubliez pas que ça va très très mal. Et en Iran, en Irak, au Liban, et en Syrie, la situation économique est extrêmement mauvaise. Alors ils retomberont, n'est-ce pas, dans la situation d'avant qui était mauvaise. Alors peut-être ça va les pousser encore de faire des manifestations qui ont été arrêtées d'ailleurs par les mesures contre le coronavirus.
Ok, mais écoutez, Zvi, nous arrivons au terme de du temps imparti pour notre magazine. Je vous remercie pour votre temps et puis on vous souhaite, comme à tout votre entourage, bonne santé et on se réserve la possibilité de vous reconsulter d'ici quelques temps. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, allez, au revoir. À Et bientôt. stay home, be safe.